Alors 18 ans, j'étais pas du tout encore dans l'administration, mais c'est le moment où je me dis il faut que j'agisse. Et en réalité, mon parcours au sein de l'administration, tu le comprends, de par cet engagement-là, premier, en disant qu'est-ce que je peux faire au service de la collectivité. Moi, tu vois, je me suis toujours vue en fait comme une médiatrice. Alors après, avec des postes de responsabilité, des prises de décision, mais c'est vraiment comment essayer de comprendre au mieux chacun, tu vois, pour faciliter les choses. C'est vrai que nous aurions pu, tu vois, aller vers un système d'EHPAD classique, etc. Nous, on a dit non. Nous, ce qui prime, c'est ça. Et donc, nous avons construit en fonction et nous sommes allés ensuite vers un modèle de petite unité de vie. Le fait de passer à l'AFM, c'est aussi justement aller rechercher cet esprit rock, cet esprit pionnier sur des maladies rares, en créant de toutes pièces des laboratoires. Voilà, ça me passionne d'aller voir aujourd'hui comment ça se passe à ce niveau-là. C'est pas parce que je suis partie de l'État que je n'interagis plus avec eux. Tu vois, ce rassemblement de personnes au service d'une cause qui nous dépasse, c'est comment tu fédères, comment tu embarques. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharma Minds. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Marine Darnaud. Je suis super contente que tu sois avec nous parce que... Réciproquement. Parce que Marine, elle a un profil, c'est une administratrice de l'État. Elle a aussi un parcours qui est incroyable, mais j'avais envie en fait d'avoir cet échange pour terminer cette saison autour des nouveaux équilibres en pharma parce que j'avais besoin de comprendre un peu mieux l'administration, comprendre aussi les gens qui la font, comment on regarde les choses, parce que on se rend compte que on est dans un monde qui se transforme, qui doit se transformer profondément, et la pharma n'y déroge pas. Et donc c'est important d'être capable de casser les silos. Pour casser les silos, il faut se comprendre, il faut se connaître un peu mieux. Déjà, moi, en rencontrant Marine, j'ai appris beaucoup de choses sur des univers que je connais pas. Et pourtant, c'est des mondes qui font partie de la santé, qui sont parfois un peu loin de la pharma, mais parfois pas tant que ça. Donc voilà, je voulais vous faire ce cadeau d'avoir une invitée qui, je pense, va vous apprendre des tonnes de choses. Merci en tout cas de ton invitation, Nathalie. On va parler de comment avoir un impact dans la société, on va parler d'innovation, on va parler de leadership et on va aussi s'aider d'une mission que Marine a fait récemment sur un dossier sur la soumission chimique qui va qu'on va creuser aussi, essayer de comprendre ce que ça révèle sur notre société et des ressorts actuels. Avec grand plaisir. Ouais. Merci en tout cas de ton invitation, Nathalie. Est-ce que tu veux commencer par te présenter, peut-être avec ce CV beaucoup trop long? Donc de fait, je m'appelle Marine Darnaud. Donc aujourd'hui, je suis directrice stratégie, parcours de santé et accompagnement des familles au sein de l'AFM Téléthon. Donc à la fois, effectivement, je suis administratrice de l'État et je viens juste de prendre une disponibilité donc pour rejoindre une très grande association. Ouais. Alors si on revient maintenant au tout début, en fait, moi je pense qu'il faut remonter à 18 ans. Alors 18 ans, j'étais pas du tout encore dans l'administration, mais c'est le moment où je me dis il faut que j'agisse. Et en réalité, mon parcours au sein de l'administration, tu le comprends, de par cet engagement-là, premier, en disant qu'est-ce que je peux faire au service de la collectivité. Et donc c'est vrai que j'ai commencé par un engagement bénévole, d'abord au SAMU social, sur la lutte contre l'exclusion, au sein d'associations, en l'occurrence Urgence Jeunes, donc pour lutter contre la grande précarité des 18-25 ans. Et puis, progressivement, d'abord j'ai intégré le monde professionnel. Et là, j'étais directrice d'établissement. T'as fait des études aussi entre-temps. Ouais, pour poser les choses, j'ai fait Sciences Po Paris, j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait l'ENA, bref. Mais en fait, ce que je suis allée chercher à travers ça, c'est à chaque fois des outils et des réseaux. Parce que je pense que ce sont les deux choses qui nous permettent d'avancer. Et c'est vrai qu'en France, on peut parfois se définir par le diplôme. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en tous les cas. Et je pense que tu te définis par ce que tu es au moment T et la façon dont tu effectivement interagis avec le monde. Bref. Et donc après avoir fait ces différentes études, j'ai dirigé des établissements médico-sociaux, donc pour personnes âgées, pour personnes en situation de handicap. J'ai intégré un syndicat employeur, donc ça c'est intéressant aussi, en l'occurrence pour les privés non lucratifs, donc tout ce qui est établissements sanitaires, établissements médico-sociaux, donc qui s'appelle la FEAP.
Et puis à un moment donné, effectivement, j'ai rencontré l'État, mais en fait, un peu par hasard, je dois dire, pas dans la dynamique, c'est-à-dire que j'étais toujours en recherche de comment servir toujours plus de personnes, toujours plus de patients. Et donc, dans un mouvement encore plus large, effectivement, je me suis rapprochée de l'État. Mais en réalité, ça a été aussi un sujet d'opportunité avec, à l'époque, une directrice qui s'appelait Sapine Fourcade, qui était assez visionnaire et qui s'est dit « Ah, mais comment déjà mêler, associer les mondes ?» Et l'expertise que j'avais acquise l'intéressait. Et je pense profondément qu'elle a raison, c'est-à-dire que plus effectivement tu apprends à connaître l'autre, plus tu mêles intelligemment ces univers en fait qui ne forment qu'un 360, puisqu'on appartient tous à ce même secteur, et bien plus on est efficace au service des patients. Et donc j'ai intégré encore une fois voilà sur des sujets d'ONDAM, alors pardon vu le public c'est des mots qui sont connus, voilà, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, sur le suivi du PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, la tutelle de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et en fait, ça m'a passionnée. Franchement, venez à l'État, c'est génial. Minute promo. Et chemin faisant, et aussi parce qu'elle m'en avait parlé en me disant mais Marine, et pourquoi pas l'ENA? Et c'est vrai que moi, en tout cas, je m'étais pas posé la question jusqu'alors. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et donc ça s'est bien passé. Et puis ensuite, effectivement, j'ai eu l'opportunité d'intégrer à la fois les ministères, ce qu'on appelle les ministères sociaux, qui intègrent notamment le ministère de la Santé et donc la Direction générale de la cohésion sociale. Et puis ensuite, j'ai fait une mobilité aux armées et j'ai travaillé en cabinet. Voilà. Ouais, et encore, c'est pas fini. Enfin, on s'arrête à mi-parcours. Oui, parce que je me dis là, ça commence à devenir vraiment trop long. Mais ce qui montre que quand même j'ai atteint un âge de maturité certain. Mais c'est dense, je crois surtout. Mais du coup, il y a eu ce petit truc des armées qui est assez intéressant. On en parlera peut-être un peu plus tard, de se dire en quoi ça apporte quelque chose en fait de passer par la case des armées. Et puis ensuite, t'avais déjà tout ton background un peu social. Sanitaire, médico-social, clairement. Ouais, et ensuite après. C'est juste après que tu es passé à Paris Campus Santé? Alors, c'est après le cabinet. D'accord. Ouais, en fait, donc le ministère des Armées, c'est vraiment, là encore, profiter de la mobilité qui est obligatoire dans le parcours d'un haut fonctionnaire et qui est vraiment très intéressante parce qu'elle te permet d'embrasser d'autres sujets. Où là, j'ai vraiment largement ouvert et je me suis dit, tiens, le ministère des Armées, qu'honnêtement, je n'étais pas allée voir initialement. Pourquoi? Parce que moi, j'étais tellement focus sur mes sujets santé sur sociale la santé, que j'ai peut-être manqué de curiosité à ce moment-là. Et c'est un très beau ministère, à la fois par l'engagement, par les valeurs de solidarité, par les valeurs de combat. Et moi, je me retrouve dans ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'attaques le sujet, tu attaques la maladie. En l'occurrence, là, on est sur des sujets de tension internationale ou d'opération extérieure, mais il y a cet état d'esprit. Et puis, en l'occurrence, moi, j'étais au musée de l'armée, donc qui est situé aux Invalides. Et donc là, on était sur tous les sujets de patrimoine et de mémoire. Et ça aussi, c'est intéressant pour moi, c'est-à-dire à un moment donné de s'inscrire dans une histoire. Et donc Paris Santé Campus, du coup, je saute quelques petites cases. En fait, ça vient vraiment après, à la fois deux périodes en cabinet ministériel, donc en tant que DIRCAB adjointe auprès d'Olivier Dussopt sur les sujets de transformation de la fonction publique. Et puis, en tant que directrice de cabinet, cette fois-ci, auprès de Sophie Cluzel, sur le handicap. Et à chaque fois, tu vois, c'est vraiment ces sujets-là. Ce qui m'intéresse, c'est les sujets de santé, d'accompagnement des personnes, comment lutter contre l'exclusion, l'invisibilité. Enfin voilà, comment rassembler. Voilà. Il y a tous les sujets de transformation, d'innovation, d'IA. Et puis effectivement, il y a tous les sujets dont on n'a pas encore parlé, on pourra y revenir, d'égalité entre les femmes et les hommes, qui pour moi sont vraiment un ferment de la cohésion sociale. Et donc Paris Santé Campus, ça venait après ces expériences en cabinet.
Après aussi un deuil personnel, puisque j'ai accompagné ma mère qui était en fin de vie, et à la suite de ça, j'ai vraiment souhaité rassembler toutes mes forces autour de la santé et de l'innovation, en me disant c'était opportun d'expérimenter, d'avoir ces différentes expériences professionnelles dans le public, dans le privé, dans différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, c'est important, en tout cas pour moi, voilà, de me concentrer, de donner toute mon énergie sur ces sujets-là. Et Paris Santé Campus, c'était un défi, alors que nous avons collectivement relevé, mais qui était formidable. C'était de le créer, c'était... Ah bah oui, parce que en fait, lorsque je suis arrivée, donc le bail avait été signé. Donc concrètement, nous avions 20 000 mètres carrés. Nous avions également, donc ça avait été négocié par les administrations centrales en amont, 45 millions d'euros du plan de relance, donc un cadre qui était vraiment tout à fait intéressant. Et à partir de là, il y avait tout à construire. Et vraiment, la promesse à laquelle nous avons souhaité répondre, c'était comment aller le plus vite possible pour accueillir, héberger les acteurs publics, donc l'INSERM, l'INRIA, à chaque fois avec leur valence santé numérique, puisque l'objectif de Paris Santé Campus, c'est développer la filière du numérique en santé, l'Université Paris Sciences et Lettres, l'Agence du numérique en santé, le Health Data Hub. Là, je parle des membres fondateurs, évidemment avec les 2 ministères santé et recherche. Et puis, il a fallu créer de toutes pièces le hub innovation. Donc, ça signifie mettre en place des comités de sélection, accueillir, alors en plus dans un cadre contraint, puisqu'on était encore avec une forte présence du Covid-19. Donc, c'est à la fois organiser tous ces comités, réguler l'arrivée, mailler les startups pour vraiment, au fur et à mesure, créer cette filière du numérique en santé. Et ce qui était assez passionnant, c'est que ce que nous avons souhaité faire, c'est tout d'abord laisser venir à nous, en se disant, mais on ne va pas imposer telle ou telle thématique. C'est intéressant de voir comment fonctionne le marché, etc. Et donc, on a réalisé une cartographie. Effectivement, on a vu certains sujets sur les données, sur les plateformes, sur les dispositifs médicaux arriver très vite. Et puis d'autres puisqu'on vraiment la filière, ça va de la prévention jusqu'à l'efficience du système de soins et jusqu'au domicile, et avec des sujets qui étaient peut-être un peu moins sollicités, un peu moins explorés en tout cas par les entrepreneurs. Et puis ensuite, on a regardé effectivement, à partir de cette cartographie, comment regarder plus particulièrement quand nous avions de nouveaux comités de sélection pour justement avoir l'ensemble de la carte. Voilà. Et donc, je pense qu'on a vraiment réussi à avoir un peu tout le monde, ça, avoir un mapping. Exactement. Et de quoi t'es fière là-dedans, finalement? Parce que ça a été une grosse dynamique, une première dynamique. Ouais. Je pense que ce dont je suis vraiment le plus fière, c'est l'état d'esprit que nous avons réussi à créer. Parce que 20 000 mètres carrés, ça fait quand même beaucoup de mètres carrés. Et par ailleurs, il y a 1500 personnes sur site, des événements, entre 3 et 5 événements par jour. Donc ça fonctionne un peu comme une ruche. Ça boue. Ça. Et en même temps, ce qui était incroyable, c'était l'énergie qu'il y avait, vraiment cette joie d'être là, de se dire nous construisons la santé de demain, et d'avoir vraiment alors que tu peux aussi être en situation de concurrence sur certaines entreprises, et il y avait vraiment cette envie de construire de façon collective. Et ça, je trouve que c'est vraiment un état d'esprit que tu peux retrouver chez un certain nombre quand même d'entrepreneurs dans la santé, / la tech, mais là, de l'avoir présent en permanence, ça te donne une dynamique incroyable. Ouais. Et ça, vraiment, c'était vraiment, tu vois, très énergisant. Voilà. Ouais, d'accord, ouais. Et
Sur quoi tu penses que en fait maintenant il faut continuer? Sur quoi qu'est-ce qui est en gros, parce que bon, enfin j'ai eu pas mal d'interviews aussi dans ce domaine, et on entend qu'il y a des choses qui se font bien, mais que au final je crois que la chose qui est bloquante, c'est justement une transformation du système de santé. Qu'est-ce que je sais pas si c'est ça que tu as en tête toi aussi, ou qu'est-ce que tu vois de... Alors il y a plusieurs choses. Je pense que ce sur quoi il faut que nous travaillions collectivement, c'est le maillage, j'entends le continuum. C'est-à-dire qu'il y a des briques qui fonctionnent très bien. Enfin, les briques, il faut les assembler. Donc, en fait, c'est toute la question du ciment, pour filer la métaphore, qui parfois ne fonctionne pas très bien ou tout simplement n'a pas encore été mise en place. Donc ça, penser le parcours, tu vois, de l'entrepreneur en santé, je pense que c'est important. Et du coup, d'agréger l'ensemble des acteurs, ça c'est vraiment quelque chose qui est encore à travailler. Je pense que nous, on a aussi, quand je dis nous, c'est côté État, on a aussi, si tu veux, cette vague à accueillir, absorber, exactement, avec des défis qui sont vraiment très importants, tant du niveau juridique, technique, avec des équipes qui ont également à s'acculturer, parce que les entreprises s'acculturent, mais l'acculturation, elle est également côté État. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire de la vitesse d'acculturation côté privé comme côté public, en fait, résultera l'efficacité collective de ce secteur et de la France. Donc il y a vraiment un sujet, comment accompagner le plus loin possible l'innovation, les sujets de transformation au sein de l'administration, parce que c'est ce que je connais peut-être le mieux. Et tu vois, là moi je suis allée justement proposer à l'INSP, donc qui est l'ancienne ENA, vraiment de dire mais comment on peut travailler sur ces sujets d'innovation. Moi j'interviens déjà en formation continue, comment on peut le faire encore plus en formation initiale, parce qu'en réalité tous nous allons faire des mobilités, et donc il y a ceux qui choisissent la santé de prime abord, mais il y a ceux qui y viendront ensuite. Comment est-ce que tu les accompagnes, comment est-ce que tu les accultures justement à ce qu'est une donnée de santé, comment tu la gères, comment tu la collectes, comment tu l'anonymises, enfin, et puis je crois qu'en fait au-delà du côté administratif, en fait, nous sommes tous concernés potentiellement en tant que patients. Donc il y a même un côté citoyen, en fait, de travailler sur ces sujets. Et ça, plus on sera affûté sur ces sujets, plus encore une fois on sera efficace, meilleur on sera, évidemment, au service des patients, mais aussi des professionnels de santé, mais aussi au service du système de soins. Enfin, pour moi, c'est différents niveaux, mais qui sont d'abord qui interagissent tous ensemble et qui sont vraiment importants. Ce qui est intéressant, c'est que on sent bien tous que nous sommes à un moment de transformation très forte. Moi, comme je suis résolument optimiste, je trouve ça absolument incroyable, et je me dis ok, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réfléchit collectivement, et tu vois, le fait de passer à l'AFM, c'est aussi justement aller rechercher cet esprit rock, cet esprit pionnier, et parce que de la recherche, du pionnier, exactement, sur des maladies rares, en créant de toutes pièces des laboratoires. Moi, je trouve que ça me passionne d'aller voir aujourd'hui comment ça se passe à ce niveau-là. C'est ça que tu cherches, et en même temps, à un moment donné, si tu veux, de le transmettre, c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis partie de l'État que je n'interagis plus avec eux. Oui, c'est ça qui est passionnant dans ton parcours, c'est que... Enfin, moi, il y a deux choses que j'aime bien, c'est que t'es très libérée sur le public, le privé, partir un peu, revenir, s'éloigner un peu. Enfin, et je pense que ça donne aussi... je sais pas, un modèle aussi. Et puis et on sent aussi qu'il y a du respect, en fait, qu'il y a profondément mais dans les deux sens, parce que c'est aussi quelque chose qui est parfois un peu par méconnaissance, qui est on a tendance à se dire
je sais pas, leur vie est plus facile, donc on dénigre, quoi. Ouais. Dans n'importe quel sens, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça que j'aime bien dans ton regard et d'être aussi voilà, parce qu'on entend, enfin j'avais à ce micro Marguerite Cazeneuve qui parlait pour la CNAM, effectivement, des grandes transformations qu'il y a eu depuis quelques années dans la CNAM, qui a déjà fait beaucoup de choses, mais bien sûr il reste encore beaucoup de choses à faire et du coup c'est intéressant d'avoir cette vision de l'intérieur aussi de quelqu'un qui ni juge ni parti, qui juste fait. Ouais, mais je pense, enfin, vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, parce que nous ne prenons pas tous la parole, c'est que au sein des administrations centrales, en agence régionale de santé, en fait, il y a vraiment des équipes qui ont envie. Vraiment, enfin, qui sont dévoués, qui se battent, qui l'ont montré évidemment au moment du Covid. Je parle là plus côté administration, que ce soit centrale ou régionale, locale. Il y a évidemment tous les établissements de santé, il y a évidemment tous les professionnels de santé de façon générale, en ville, etc. Et oui, qui comprennent et ils ont envie que ça voilà. Et je pense que tu vois, il y a ça. Voilà, il y a que des gens qui sont au service de la santé. Bon, une fois que tu as dit ça, en fait, effectivement, ensuite, ce secteur de la santé, il est très vaste en réalité. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, même en fait, au sein de l'État, il y a le ministère de la Santé et il y a au sein de Bercy la Direction générale des entreprises qui travaille sur les sujets de santé. Donc c'est pas toujours très simple déjà d'identifier les choses. Et moi je crois que plus on va chercher l'autre, tu vois, et essayer de le comprendre. Plus en fait tu vas lire, tu vas rencontrer des personnes, toi-même tu vas t'acculturer, en fait, tu vois, à ce mouvement, etc. Plus tu vas être en capacité de voir des choses très différentes et de ce fait d'avoir une analyse beaucoup plus affûtée. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est au-delà d'être d'un côté ou de l'autre, c'est d'abord où est-ce que je suis le plus utile, où est-ce que j'apprends le plus vite à un moment T, à un moment donné, et comment je fais finalement du transfert, tu vois, de compétences. Ouais. C'est-à-dire comment est-ce que, à partir de l'expérience acquise, je peux la transmettre, soit côté privé, soit côté public. Ouais. Encore une fois, pour faciliter les choses. Moi, tu vois, je me suis toujours vue en fait comme une médiatrice. Ouais. Alors après, avec des postes de responsabilité, des prises de décision, mais c'est vraiment comment essayer de comprendre au mieux chacun, tu vois, pour voilà faciliter les choses. Et puis en allant à chaque fois, si tu veux, rencontrer l'autre, mais encore une fois, peu importe public-privé, peu importe le niveau hiérarchique, peu importe, tu vois, comment dire. Tel ou tel titre, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est l'intelligence de terrain. Où est-ce que je peux trouver, tu vois, le truc qui va... Tu veux me donner un exemple? Parce que, en fait, pour avoir un truc un peu concret, peut-être que, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris quand tu étais dans le monde des EHPAD, quand tu dirigeais un EHPAD, et qu'est-ce qui, je sais pas, te sert aujourd'hui dans ta mission d'aujourd'hui? Ouais. Attends, je réfléchis. En fait, typiquement, tu vois, si on remonte là, le premier poste que j'ai occupé, c'était à Dunkerque. Et en fait, collectivement, nous avons créé ce qui s'appelait à l'époque le projet de village gérontologique, qui aujourd'hui est un village gérontologique en tant que tel. Et là, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Dunkerque, en fait, tu pars d'un territoire particulier. Tu pars du Nord, la Belgique n'est pas loin, et tu as cette culture du béguinage. Donc, le fait de regrouper des personnes, parfois d'un même sexe, mais en tout cas, de regrouper des personnes dans un même lieu. Et puis, dans le bâti, donc moi j'arrive, je prends ce poste, et en fait, tu as déjà un bâti qui est éclaté, tu vois, avec des petites maisons à certains endroits, comme des immeubles de faible hauteur à d'autres, etc. J'ai une équipe hyper motivée. Ils avanceraient tout seuls, en réalité. Et puis je les écoute, en fait, parce que tu vois, ça part aussi, tu vois, d'une envie, etc. Et en fait, ce qu'on va
tout se mettre en place ensemble. Alors d'abord c'est ce projet de déploiement, donc on a augmenté ce qui existait déjà, mais surtout on a, tu vois, déjà créé cette notion de parcours. C'est-à-dire que tu arrives aujourd'hui, donc ça, en l'occurrence ça s'appelle le Val des Roses, tu arrives avec une petite dépendance, qu'elle soit psychique ou physique, mais finalement tu rentres dans un premier logement et en fonction d'une dégénérescence éventuelle, qui peut arriver ou pas, eh bien en fait nous allons construire ce parcours-là. Ce qui fait qu'en réalité, tu vois, il y a pas cette idée de tu segmentes, ça veut dire, voilà, je passe de mon domicile à l'EHPAD. Première chose. Deuxième chose, tu peux venir en couple parce qu'il y a des logements plus importants. Troisième chose, et ce qui est l'essentiel pour moi, c'est en fait priorité à la liberté de la personne. C'est-à-dire que, alors ça demandait beaucoup plus de travail pour l'équipe, mais chacun arrive avec son médecin traitant, ses infirmiers libéraux, enfin tous les intervenants, etc. Et donc ils sont ils sont toujours donc 120 résidents, et donc tu vois le travail que ça fait pour chacun de connaître exactement tout son agenda, mais ça veut dire que tu mets la liberté de la personne au cœur. Ouais, et c'est là un de tes points forts, et tu vas faire attention à l'humain, quoi. Mais exactement, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est tu pars de la personne, de son potentiel. Nous aurions pu, tu vois, aller vers un système d'EHPAD classique, etc. Nous, on a dit non. Nous, ce qui prime, c'est ça. Et donc, nous avons construit en fonction, et nous sommes allés ensuite vers un modèle de petite unité de vie. Mais au départ, quand nous sommes allés voir, donc à l'époque, la DAS et le Conseil général, en réalité, ils se sont dit, mais on vous financera pas. Tu vois, c'est oui, tu as hors des clous là déjà. Complètement. Et donc finalement, nous avons trouvé avec la communauté d'agglomération de Dunkerque, avec des apports privés, et puis ensuite, mais plusieurs années après. Alors, de toute façon, il y avait cette phase de construction complémentaire, etc. Ensuite, nous avons eu des financements publics. Mais ce qui m'intéresse, c'est de dire, en fait, il y a peut-être une autre vision. Voilà. Peut-être que le sujet, il n'est pas dans la case A ou B. Ouais. Mais peut-être qu'en réalité, soit il y a une case C, soit on peut réunir, soit on peut regarder au-dessus, en haut, enfin bref. On va trouver en tout cas un financement pour faire notre case. Exactement. Ouais. Et ça, si tu veux, je trouve que c'est intéressant de se donner les moyens de dire, et si on réfléchissait un peu différemment ? Encore une fois, peut-être pour revenir à ta première solution, mais peut-être pas. Et ça, c'est important dans le monde actuel. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde de transformation très forte, tous les niveaux. Et donc, c'est cette capacité d'adaptation de se dire, OK, à ce moment-là, déjà, il faut réussir à prendre une photo, à voir, etc. Et te dire, qu'est-ce qu'on peut anticiper ? C'est quoi les tendances en fait ? Voilà, qu'est-ce que tu ressens ? Ouais. Parce qu'il y a tout ce que tu peux voir intellectuellement, il y a les perceptions, et en réalité, et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, moi j'ai fait le pas côté privé, c'est-à-dire que je rencontre en permanence beaucoup. Oui. D'abord parce que j'aime les gens, et que je trouve ça toujours intéressant, mais parce qu'aussi, en fait, le fait de rencontrer l'autre, et tu vois, de façon informelle, pour discuter, pour comprendre, etc. Dire, attends, tiens, ça c'est intéressant, il y a telle chose qui bouge, tiens, il pense de telle façon, ça me fait voir les choses autrement, et au fur et à mesure, et c'est là que vont naître les idées. Ouais. Et tu vas plus loin, du coup. Exactement. Tu vas plus loin que ce que tu aurais pu faire. Voilà, donc je pense que ça, tu vois, c'est vraiment intéressant, et moi je le conseille toujours. Je fais j'essaye de faire autant que possible. Tu vois, de l'accompagnement, soit de plus jeunes qui arrivent dans l'administration, soit de femmes par engagement, pour accompagner dans des parcours professionnels. Et c'est vraiment toujours un conseil que j'ai, c'est-à-dire rencontrer. Évidemment, ça prend du temps, mais en fait, c'est du temps de gagner pour plus tard. Ouais. Ça me fait penser à plein de choses, mais notamment, enfin, c'est vrai que ce podcast sert aussi à ça, à justement aller ouvrir des portes, parce que, enfin, je pense aux gens de la pharma qui peuvent se dire, on peut avoir envie de faire des choses comme ça, mais quand on a une porte fermée, enfin voilà, quand on n'y arrive pas, comment on fait, comment on essaie justement de faire quand même. Est-ce que voilà, il y a quand même tout ce sujet. Tu parlais des réseaux, il y a quand même ce sujet de
il faut trouver ses alliés pour ensuite construire, essayer de viser, suffisamment. Je sais pas si c'est haut, mais c'est au moins suffisamment ambitieux en fait, ou juste en fait, taper juste, parce que au final. Il faut trouver après des moyens, mais l'idée c'est que ça tape juste en fait. Ouais. Après, je fais quand même confiance au pharma, si tu veux, pour quand même avoir les moyens, tu vois, de. Ouais, mais c'est pas seulement. Justement, c'est pour ça que je te parlais. C'est pas seulement des moyens, c'est juste. Enfin, je pense qu'à un moment, c'est aussi être capable de faire les choses. Idéal, quoi, ce qu'on aimerait vraiment bien, et voilà, s'il faut mettre plusieurs acteurs autour de la table, être capable de les mettre, être capable de se faire confiance, Mais tu vois, moi j'avais un sujet parce que en fait j'ai trouvé assez passionnant, tu vois, toute la question du bureau des légendes. Je fais un pas de côté, je vais y revenir. Et en fait, pour t'expliquer, en fait, il y a deux choses qui m'intéressent. Tu vois, pour moi, c'est moins la question des réseaux que parfois aller voir ailleurs. Oui. Ce qui peut être intéressant et que tu vas pas pouvoir apporter en structure. Qu'est-ce qui m'intéresse avec le Bureau des légendes et que je voulais faire, que je ferai peut-être à un moment donné sur Recherche et Sciences, c'est qu'en fait, côté armée, il y a cette réflexion de dire, mais finalement, comment peut-on convaincre la population, si c'était besoin, mais en tout cas expliciter le quotidien des forces armées, et finalement, la fiction, qui a très bien fonctionné, peut être un moyen d'embarquer la population, de leur faire comprendre. Et donc, c'est le Bureau des légendes. Et moi, fort de ça, je m'étais dit, mais ce qui pourrait être génial, c'est d'importer cette idée et de dire, en fait, il y a des choses incroyables qui se passent en ce moment au niveau de la science, à la fois dans les laboratoires, mais en plus avec tous les sujets d'intelligence artificielle. Enfin, il y a des progrès très forts, très importants qui sont réalisés. Mais si on arrivait finalement à réaliser une fiction en suivant un chercheur et pour montrer tout le potentiel qu'on peut avoir, en fait, ce serait un truc un peu dingue, quoi. Je suis pas encore allée au bout de l'idée pour le moment, mais tu vois, c'est pourquoi je te dis ça. Après, derrière tout ça, il y a les sujets aussi de donner envie de croire en la science, des choses comme ça. Bien sûr. Et d'attractivité et de confiance dans la science. Enfin, tu vois, pour moi, c'est en fait au-delà, par exemple, des sujets pharma, c'est de dire, mais à un moment donné, comment on cesse avec les fake news, comment on construit l'éducation thérapeutique, parce que ça peut, tu vois, finalement, on pourrait passer aussi par là. Bien sûr que c'est pas le vecteur premier auquel on pense, mais en fait, utilisons les vecteurs qui sont utilisés aujourd'hui. Voilà. Ouais, bon, ça m'amène sur le sujet, un sujet qui est actuel pour toi. Enfin, tu viens d'en sortir. T'as participé à une mission sur la soumission chimique, un rapport ministériel. Donc, je voudrais t'en faire parler déjà pour que tu nous expliques ce que c'est et justement pour que tu nous expliques en fait ce que ça t'a apporté de rentrer dans ce genre de sujet de société sur la compréhension du monde et de se dire voilà, en fait il y a des choses qui se passent sans qu'on fasse d'efforts mais quels sont les leviers en fait, parce que enfin moi ça, je trouve ça passionnant en fait justement de comprendre des leviers un peu naturels dans la société. Ouais. Alors, ce rapport, c'est donc une mission qui a été confiée par les premiers ministres successifs, en l'occurrence à deux parlementaires, donc la députée Sandrine Josso et Véronique Guillotin, qui est sénatrice. Et donc, l'objectif était de remettre un rapport au gouvernement sur la soumission chimique. Alors, la soumission chimique, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'administrer une substance nuisible à l'insu d'une personne en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle. Donc, quand moi on me propose ce sujet-là, donc d'accompagner ces deux parlementaires, on me sollicite au titre de mes deux compétences, on va dire, santé et engagement en matière de droits des femmes. Ok. Et donc j'y vais pour ça. Ok. Et là, je traverse le miroir. C'est-à-dire que... Ouais, en fait, c'est pas vraiment ça. Alors, à la fois, c'est oui, ça. c'est ça, mais pas que. Mais si tu veux, bien sûr que tu peux lire sur ce sujet. Ce que j'avais fait, d'abord comme tout un chacun, puisqu'il y avait eu le procès Mazan, la mission avait été, décrétée auparavant. Mais en tout cas,
à ce moment-là, au moment où moi je viens en appui, début 2025, on est en plein déroulement. Voilà. Et donc évidemment, j'avais lu dessus, mais c'est une chose de lire quelques articles de presse ou des choses un petit peu plus avancées. C'est une autre chose de rencontrer les victimes, de rentrer en empathie avec elles, tu vois, de comprendre ce qui s'est passé, d'accompagner les renseignements criminels, de voir les vidéos, de voir les photos, de comprendre que ce phénomène, en réalité, il se passe à proximité de toi, c'est-à-dire que tu connais ton agresseur. Ton agresseur, ça peut être un parent, un père, un cousin, en tout cas la sphère familiale, la sphère amicale, et que donc quelqu'un de proche a anticipé, a construit un scénario où il allait t'endormir, donc t'administrer un médicament ou une drogue, abuser de toi et te laisser dans un état, d'affolement total. La femme, elle est endormie. Donc son esprit, en fait, donc est absent, et elle sera incapable de reconstituer les souvenirs. Seul l'agresseur a l'ensemble du récit. Mais quand elle va se réveiller, en fait, d'abord, elle va être encore sous l'effet de drogue, de médicaments. De surcroît, avec cette violence aggravée, en fait, son corps, lui, a bien capté en fait tous les signaux. Et quand elle se réveille, elle a en fait des symptômes de mort imminente. Et donc tu te retrouves souvent nue, tu vois, en plein désarroi. Tu crois que tu deviens folle en réalité. Et quelle est la difficulté ? C'est qu'en réalité, en tout cas avant Mazan, il y avait une telle méconnaissance de ce sujet que tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas quoi faire, à qui en parler. Or, aujourd'hui, en réalité, pour réaliser des prélèvements biologiques et donc pour prouver que tu as bien été soumise chimiquement, en réalité, il faut déposer plainte. Mais ton premier acte, c'est pas d'aller au commissariat. Enfin, déjà, tu essayes, si tu veux, de retrouver, tu vois, d'abord un semblant d'équilibre, tu vois, de refaire surface en réalité. Et donc, toute la mission a été notamment d'aller sur un certain nombre de sujets, mais notamment de soutenir le recueil de preuves, donc de faire les prélèvements biologiques sang, urine et cheveux le plus rapidement possible, puisque ce sont en plus des preuves qui disparaissent très rapidement. Au bout de 48 heures pour le sang, 5 jours pour l'urine, les cheveux tu as un petit peu plus de temps. Donc le plus rapidement sans déposer plainte, parce qu'effectivement il y a un coût associé à ces analyses qui doit impérativement, c'est important de le dire, être réalisé dans un laboratoire de toxicologie agréé, c'est-à-dire que tu peux te faire prélever n'importe où, un laboratoire, le CHU, enfin n'importe où. En revanche, les analyses doivent être impérativement réalisées dans un laboratoire de toxicologie spécialisé, agréé. Pourquoi ? D'abord parce que les posologies sont très fines. De surcroît, il y a une démultiplication des produits, à la fois médicamenteux évidemment, mais aussi des drogues. Et donc ça, il faut en avoir cette connaissance. Et en termes de posologie, on est sur des dosages très fins. D'accord. Donc il faut toute cette expertise et surtout ce matériel pour, quand je dis un matériel particulier, pour aller rechercher. Après une plainte. Exactement. Okay. Donc ça, c'est vraiment très important. Et c'est important, voilà, d'alerter parce que il y a encore une grande méconnaissance. Voilà, sur ce sujet. Et l'intérêt du procès de Mazan, c'est que ça a mis la lumière sur ce phénomène, qui n'est pas du tout un phénomène nouveau, qui est un phénomène ancien. Ce qui est nouveau, c'est la démultiplication avec justement cet accroissement des drogues de synthèse, cette capacité à se le procurer plus facilement en ligne, et surtout cette démultiplication des plateformes. Donc sur le dark web, c'est les sites Telegram avec des groupes privés dédiés à ce sujet, qui heureusement ont été démantelés. Et vraiment, et je le salue ici parce que en fait, en même temps que moi j'ai vu la noirceur absolue, j'ai vu aussi la lumière avec l'engagement total des équipes de police, de justice, des procureurs qui
dédient, enfin voilà, qui mènent un combat quotidien et qui ont réussi quand même des avancées. Mais voilà, il y a une vigilance à avoir parce que ça se produit encore trop souvent. Ouais, donc toi, en fait, t'as plongé là-dedans parce que ça a été, en gros, l'occasion, l'opportunité qui t'a fait ouvrir ce sujet. T'es rentré avec deux expertises, à la fois, sociales, mais au final, tu te rends compte que c'est aussi de la tech, c'est aussi des modes de vie. C'est ça qui fait l'explosion, en fait, en ce moment, de ce genre de sujet, qui fait que c'est important de le traiter aujourd'hui et on le traite pas pareil aujourd'hui, en fait. Exactement. Et d'avoir cette connaissance-là. Et puis, alors d'abord, je dois le dire, ça a été dur. Enfin, parce que moi, je suis venue par engagement. Mais il y a vraiment des moments de déroute. Parce que, et c'est pour ça que je salue tout l'engagement des professionnels. C'est que au quotidien, c'est quand même, voir des gens qui sont dans une très grande difficulté. Il y a des femmes dont la vie a été vraiment brisée. Et c'est important aussi de dire qu'il y a des traitements en termes de psychotraumatisme, de psychiatrie, des accompagnements qui peuvent être dédiés avec des maisons des femmes qui sont mises en place sur ces sujets-là. Il y a la maison de la résilience à Nancy, je le dis parce que ça peut être aussi, tu vois, des relais. Ouais, tout à fait. Ma vie à Lille. Tout à fait, c'est pas commun. Non, mais je pense podcast, mais en fait, c'est tellement un sujet qui est un peu, voilà. Il faut en parler. Méconnu que autant en parler simplement par des gens qui le connaissent. Exactement. Et puis, comment dire, il y a des traitements, donc le MDR, l'ICV. En tout cas, ce qu'il est essentiel de donner comme message, c'est de dire si vous avez été victime, si vous l'êtes, rapprochez-vous de professionnels. Il y a vraiment des équipes qui peuvent vous répondre, vous aider, quoi. Et t'as compris là-dessus aussi sur ce genre de sujet, oui, l'importance du décloisonnement, l'importance aussi d'être capable de tous se parler. Ah, mais bien sûr. Et de se comprendre. Et il faut le faire en permanence, tu vois, même sur des sujets comme la soumission chimique. En réalité, t'es tellement engagé, enfin, déjà, ça te mobilise tellement que c'est pas si simple que ça, tu vois, de faire cette approche transversale, etc. Et ça a vraiment été aussi tout un travail de Sandrine Josso, de Véronique Guillotin, justement, dans des groupes de travail, tu vois, de faire se rencontrer les professionnels. Alors évidemment, certains se connaissaient, mais tu vois, d'aller encore plus loin pour aider à décloisonner et en fait faire de cette mission une mission action. Se dire, l'objectif c'est pas d'écrire un rapport, l'objectif c'est d'être d'emblée dans l'action, d'identifier tout de suite les recommandations qui vont être mises en place. Voilà. Et puis moi c'est vrai que ça m'a emmené vraiment loin et on a découlé un autre engagement, tu vois, sur la lutte contre les violences que j'avais pas nié, mais que j'avais abordé ponctuellement. Voilà, je l'avais pas organisé dans le cadre d'un engagement bénévole, etc. Et là, tu vois, je me suis rapprochée effectivement de l'association de la Maison des Femmes pour me dire, mais en fait, il y a quelque chose de structurel, et moi, je refuse ce monde-là. Alors, autant je peux aller très loin, tu vois, sur des sujets d'engagement, etc. Autant ce monde-là, ce monde de la violence, ce monde qui, si tu ne le traites pas, se reproduit de génération en génération, en plus avec une approche genrée, c'est-à-dire que ça a été bien mis en exergue dans la littérature scientifique, notamment anglo-saxonne. Mais un enfant qui est confronté à la violence ou qui en est lui-même victime, s'il n'est pas traité, en fait a un ratio complètement démultiplié de le reproduire à l'âge adulte, en tant que victime pour une femme, en tant qu'agresseur pour un homme. Et donc de génération en génération, nous sommes susceptibles, tu vois, de poursuivre ce mouvement. Et ça, c'est insupportable. Donc ça, il faut dire... Enfin, voilà, en tout cas, moi, je dis non. C'est vraiment un sujet, mais je me dis, c'est intéressant. Voilà, finalement, je l'ai rencontré à travers cette mission. Je pensais pas du tout que ça m'emmènerait là. Tu t'es laissé porter par une mission et finalement... en fait, tu vois, en fait, moi, je me suis dit, il faut que je tienne par rapport aux victimes, parce que, vraiment, dans la rédaction, il y a des moments, c'était difficile. Et je me suis dit, je peux pas faire ça aux victimes. C'est-à-dire que il faut que je tienne parce que il peut pas y avoir une seconde peine, quoi. Enfin, vraiment.
Et donc le rapport avec les parlementaires, il a vraiment été conçu comme aussi un moyen pédagogique, c'est-à-dire vous êtes dans cette situation-là, qui appeler? Alors concrètement, qui appeler? Il y a notamment le centre de référence des agressions facilitées par les substances, le CRAFS, C-R-A-F-S, avec un numéro dédié, avec la possibilité de joindre en ligne si on est hors horaire, etc. Et ça a été, oui, très. Et à chaque fois, c'est des produits contrefaits ou c'est des produits qui sont détournés de leur usage ou Alors ça, c'est intéressant aussi par rapport au public qui est susceptible de nous écouter. Côté médicaments, en fait, on va être sur, donc dans 57% des cas identifiés, nous sommes sur 2 médicaments. Et dans les médicaments, il va y avoir principalement des benzodiazépines, des vraiment majoritairement ça, mais ensuite des antihistaminiques, des opioïdes. En réalité, c'est l'armoire à pharmacie familiale, oui, que tu vas mobiliser, exactement, détourner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à un moment donné, tu auras eu telle boîte de médicaments, tu n'auras pas tout utilisé, et finalement, les comprimés qui restent, tu les écrases. Ça, ou bien tu te pour des agresseurs, parce que souvent on est quand même dans des schémas des séries, en fait, tu vois. Et donc là, ils vont aller se faire prescrire, quoi. Exactement, exactement. Et donc, en fait, mais du coup, il y a un rôle des je sais pas, de pharmacien d'officine aussi. Alors, il y a ce rôle-là. Il y a le rôle des médecins aussi, parce qu'il y a le prescripteur, il y a celui qui vend. Il y a aussi le rôle des pharmas, parce que c'est tous les sujets, tu vois, de galénique. En fait, ce sujet-là, et d'ailleurs, les pharmas collectivement doivent revenir vers le LEM pour justement faire des propositions. Quand je dis vers le LEM, parce que c'est en termes d'agrégation, et ensuite évidemment vers la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, pour donc faire des propositions en matière soit de coloration. C'est ce qui s'est passé par exemple sur le Rivotril, qui est de couleur bleutée, soit sur des questions de substance. Tu vois, par exemple, parce qu'il peut y avoir des petits dépôts qui alertent la victime, soit sur du goût, des amérisants, tu vois, on va mettre un peu d'amertume. Et toute la question, c'est protéger les personnes sans contrevenir aux effets du médicament, dont l'objectif c'est quand même de soigner. S'il y a trop d'amertume, en fait, les patients ne le prendront plus parce que le goût est vraiment trop mauvais. Donc il faut trouver le curseur entre comment garder évidemment l'efficacité et l'adéquation du patient aux médicaments qu'il traite, qu'il absorbe et qui permet d'avoir son traitement, et en parallèle, c'est comment tu protèges de détournement. Et là, il y a une vraie responsabilité des pharmas. Ouais, à la insu. Le fait de manipuler des produits c'est-à-dire que, à risque, tu vois, voilà, c'est qui sont détournés. Voilà, c'est des choses qu'il faut évidemment avoir en tête et savoir comment agir. Tu vois. Et du coup, pour revenir à ta mission actuelle donc dans les maladies rares, c'est quoi ce que tu es allé chercher à part aller dans une association, quelque chose en dehors du public? Alors, à chaque fois, vraiment, ce qui m'intéresse, tu l'as compris, il y a le sujet innovation-transformation. Ouais. Et la FM Téléthon l'incarne magistralement. Dans les maladies rares, Il y a aussi le sujet, donc évidemment, d'engagement. Je trouvais intéressant également d'intégrer une association de malades et de familles de malades. Puisque quand j'ai travaillé dans les différents secteurs, j'étais côté établissement, j'étais côté syndicat employeur, et donc là j'avais vraiment envie, de passer de ce côté-là. Et je pense profondément que c'est essentiel. Tu vois, d'être en permanence au contact, à comprendre, à répondre à ces personnes. Et l'autre chose qui m'intéressait, c'était le potentiel incroyable, en fait, puisqu'on est bien sûr que la FM a fait énormément, etc. Mais il y a cette révolution de l'intelligence artificielle
qui, à un moment donné, permet aussi d'apporter des solutions qui n'existaient, enfin des solutions techniques qui n'existaient pas jusqu'à présent, d'accroître des cohortes qui sont très étroites du fait des maladies rares, à travers les jumeaux numériques, à travers les bras synthétiques. Et je trouve que d'être à ce moment-là où tout à coup, on peut peut-être envisager les choses de façon complètement différente. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les moments de, voilà, c'est les virages, de voilà. rupture, Et là, je me suis dit, il y a tout à apprendre et à faire, construire, évidemment. Voilà, tu vois. Donc, je dis apprendre parce que, comme je viens d'intégrer, il faut déjà que j'apprenne, que je lise beaucoup, que je rencontre, voilà. Et puis de dire ensuite, voilà. Comment est-ce qu'on pourrait se projeter? Mais c'est vrai que, et ça, tu vois, je l'avais déjà identifié à Paris Santé Campus, il y a un très grand nombre de sujets et que nous avons porté collectivement. Ce sujet maladie rare, je me suis dit, vraiment, c'est finalement là où on peut peut-être aller le plus loin par rapport à là où nous en sommes aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que ça rejoint mes sujets quand je dis d'invisibilité, c'est d'éloignement, en tout cas, du système de santé, dans le sens où, on a des personnes qui, pour un grand nombre d'entre elles encore, sont sans traitement. Sans diagnostic ou sans traitement. Exactement. Et ça, c'est, tu vois, dans cette approche justement de personnalisation de la médecine, et c'est ça aussi que permet le numérique, l'intelligence artificielle, de dire mais finalement, puisqu'on va dans cette granularité là, c'est maintenant qu'on peut répondre justement à des personnes qui jusqu'à présent ne pouvaient pas en bénéficier parce qu'elles étaient uniques ou un très petit nombre. Et ça, je trouve que tu vois, ça apporte beaucoup de joie pour moi en fait de me dire là il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà. Donc puis c'est très, du coup ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré peut-être avec quelqu'un que tu connais ou que tu vas rencontrer, la professeure Laurence Fèvre de Dijon, du coup qui m'a fait plonger dans ce dépistage néonatal de 400 pathologies avec le projet Périgenomède et surtout ce qu'on comprend c'est d'une part il y a le financement mais d'autre part il y a aussi toute l'intégration au système de santé. Comment on fait pour que quasi n'importe quelle maternité soit capable de faire ces tests, que ça soit en fait intégré au plus grand nombre. Alors ça c'est très fascinant. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu dis, c'est que finalement une innovation, en fait, elle n'est conclusive que lorsque donc on a vérifié qu'elle était valable évidemment, mais que en fait elle est intégrée. Tu vois, au système. En routine, Exactement. Et là, tu as gagné. Payable en routine. Voilà. Là, tu as gagné. Mais il y a un peu de chemin, voilà. Et mais c'est tout. Enfin, de toute façon, moi, j'ai aussi l'angle, des thérapies. Bien sûr. Mais c'est vraiment les enjeux d'aujourd'hui, quoi, de se dire comment on passe ces obstacles, quoi, ces deux obstacles. Et là, et tu vois, ça c'est fantastique parce que on sauve des enfants. Enfin, tu vois, c'est on change des trajectoires de famille, quoi. Exactement. Et là, je pense que, ce pour qu'on est venu dans ce secteur-là prend tout son sens. Et je trouve vraiment cette association, malade, famille, chercheurs, je dis organisateur, mais tu vois, au sens de, on organise le système de santé. C'est là où ça fonctionne. Tu vois, c'est quand je te parlais juste tout à l'heure, tu vois, du continuum, du maillage, etc. C'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on construit ce chemin fluide, quoi. Ouais. Écoute, c'est passionnant. Moi, j'aimerais pour aller lentement terminer, parce qu'on pourra aborder encore des tonnes de sujets, mais j'aimerais peut-être te faire te prononcer sur des sujets de leadership, d'inspiration, de se dire, ok, pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des compétences à développer? Est-ce que c'est comment on travaille ça en fait? Comment on travaille ça? Il y a de la curiosité, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est exact. Tu as employé le mot. Moi, je pense profondément que c'est la curiosité qui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre de limites. Exactement. Qui nous guide. Il ne faut pas s'arrêter à notre comment ça s'appelle, agenda surchargé qui laisse plus rien faire. Oui. Alors encore une fois, moi les plus grands esprits, vraiment des chercheurs,
que j'ai rencontrés, c'était des gens qui étaient d'une immense curiosité, et qui avaient cette humilité, etc. L'autre chose, c'est aussi la capacité de se remettre en question. Tu vois, moi, par exemple, j'arrive à l'AFM, il y a des choses que je dis, et puis en fait, les gens me disent, en fait, non. Ok. Et je me dis, quand même. Puis je réfléchis, je dis, peut-être pas, en fait. Et donc, tu vois, c'est aussi de se dire, il y a des choses en lesquelles je crois profondément. Mm-hmm. Et là, je ne changerai pas. Tu vois, mais on est sur les valeurs. Voilà. Mais ensuite, sur la connaissance, tout ça est une approche, tu vois, toujours en route, quoi. Oui, puis après, je pense que, bref, c'est encore d'autres sujets, mais il y a beaucoup de sujets d'éthique dans ce genre de. Alors aussi, de ça, sujet. c'est une fausse. Voilà, ça, c'est des valeurs aussi, mais c'est des choix à faire aussi. Bien sûr. Ah oui, non, mais bon, ça, pardon, parce que pour moi, c'était, c'était peut-être tellement évident. Non, mais quand je veux dire éthique, bref, c'est des choix, est-ce qu'on peut soigner tout le monde? Est-ce qu'on doit soigner tout le monde? Est-ce que c'est encore autre chose, mais. Ah oui, alors là, tu pars sur. Moi aujourd'hui, tu vois. Est-ce qu'on doit essayer? Est-ce que. Alors moi, j'ai ce parti pris de l'humain. Bon, voilà. Donc, mon sujet, il est de dire, essayons. Essayons, donc, à partir de là, on met en relation pour essayer de faire. Et puis. Mais c'est aussi des questions je pose la question parce que dedans, on peut être tellement, je sais pas, bloqué ou impressionné peut-être par toutes les transformations à faire, de se dire en fait, faut-il vraiment, à quoi bon? Ouais. Non, tu te poses pas. non, je réfléchis en fait. En fait, si tu veux, c'est vrai que moi j'ai tendance à me dire, avançons et nous trouverons les solutions. La solution, moi je la connais pas nécessairement à l'avance. En revanche, mon job, c'est au fur et à mesure, faire en sorte de construire le chemin qui va nous permettre de trouver la solution. Et la solution, c'est, encore une fois, autant pour la personne que pour les professionnels, que dans un cadre de soutenabilité du système pour l'ensemble. Voilà. Et donc, je me dis pas, a priori, ça, peut-être que ça sera pas jouable, ou ça, je l'écarte. J'y vais. Et je me dis, ok, je sais que ça, c'est un risque. Où je sais que c'est un point de vigilance. Mon job, c'est de trouver la solution. Voilà. Je dis pas que je la trouverai, mais si tu veux, je mets tout en mesure, y compris, encore une fois, en prenant des chemins de traverse, en allant dans d'autres secteurs d'activité, récupérer des idées, en allant trouver des personnes pour lesquelles tu ne te serais pas dit, tiens, je vais les solliciter, mais en fait, c'est celles qui vont te faire penser que, tiens, là, il y a peut-être un 180 à faire. Bon. Voilà, je pense que c'est vraiment curiosité, humilité, vraiment dans la mesure du possible, remise en question, peut-être doute en fait. Doute, tu vois. En tout cas, c'est les plus sûres valeurs pour moi, pour avancer, tu vois, au mieux et surtout avec tout le monde. Je reviens sur ce sujet-là, parce que je ne l'ai pas dit pour l'AFM, c'est un point qui me semble important. Moi, ce qui me fascine avec l'AFM, c'est aussi cette approche de cohésion sociale. C'est-à-dire que partout en France, à un moment T de l'année, certes, tu as une émission télévisée, mais tu as aussi partout dans les villages, etc. C'est peut-être un petit peu moins vrai en Île-de-France, tu vois, dans les très grandes villes, mais partout dans les territoires, tu as des personnes qui se mobilisent pour organiser une course, pour organiser telle activité, au service, effectivement, des maladies rares, de la santé. Et ça, je trouve qu'en termes de cohésion sociale, tu vois, ce rassemblement de personnes au service d'une cause qui nous dépasse, je trouve que c'est un peu un objectif commun. C'est de trouver l'objectif commun qui dépasse un peu tout le monde, quoi. Exactement. Donc c'est un peu le secret pour construire des coalitions qui fonctionnent, quoi. Exactement. C'est comment tu fédères, comment tu embarques. Voilà. Et je trouve que c'est un beau vecteur. Ouais. Non, parce c'est vrai qu'on est dans un monde où on peut se dire, il y a tellement à faire. Il y a aussi la situation de dire, en fait, on peut être très conservateur aussi, et de se dire. Oui. Et en même temps, si tu veux, moi, ce que je trouve intéressant, c'est à quel point, par exemple, quand l'AFM construit, si on reprend cet exemple, la carte du génome humain, ils le font.
Et les plus anciens te disent, en fait, dans les bureaux, il y avait des cartes. Enfin, c'est assez fascinant, tu vois, comme une carte hygiène, en fait. Mais ils l'ont pas gardé pour eux. Enfin, l'objectif, c'était pas de se dire, on va uniquement le dédier aux maladies rares. En fait, c'est comment ensuite, à partir de cette découverte, tu le transmets à la science, tu vois. Et donc, et c'est par exemple le même sujet sur le handicap. Tu pourrais te dire, mais finalement, ça concerne une petite partie de la population. Bon, d'abord, il y a beaucoup plus de personnes en situation de handicap temporaire ou constant qu'on ne pense. Mais au-delà de ça, en réalité, toutes les avancées en matière d'accessibilité, en réalité, elles servent à tout le monde. Donc, tu vois, en allant sur ces sujets, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, justement, en allant chercher les leviers de transformation pour une population donnée, en fait, tu le transmets à tous. Comment ça sert la société. Ouais, d'accord. Tu comprends des choses sur la société et tu peux aider tout le monde. Okay. C'est exactement ça. Parce que sinon, tu vois, tu restes dans tel ou tel groupe. Encore une fois, c'est pas le sujet, c'est comment finalement chacun, par rapport à le handicap, une maladie, ça pourrait être autre chose. Et en fait, on va en fait en faire un vecteur de cohésion. Tu vois, à la fois, évidemment, on répond aux besoins de la personne, et en même temps, on est tous ensemble. Voilà. Donc, et c'est comme ça, je pense que tu résous l'équation. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Marine, parce que moi, ça m'a apporté plein de clés. En fait, pour penser aussi une démarche un peu durable dans un monde qui se fractionne, qui se segmente, qui se divise, et aussi être toujours capable de porter à la fois innovation, humanité, au milieu de tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ? Un petit... écoute, dire que moi j'ai vraiment beaucoup de joie à m'engager sur ces différents sujets, et que vraiment dire soit venez, soit allez-y, soit je pense qu'il faut passer le pas. Voilà. Oui, c'est ça. C'est c'est un moment un peu soyez audacieux. Voilà. Okay. Merci Marine. Merci à toi en tout cas. À bientôt. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode, et merci d'être toujours plus nombreux à suivre Pharma Minds. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.